Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter attention. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. L'opération de dépouillement des élections du renouvellement des nouveaux membres du Conseil de la Nation a débuté à 17h. Des élections tenues dans de bonnes conditions dans les 58 wilayas du pays. Les résultats officiels seront connus les heures à venir. Plusieurs inventions et solutions intelligentes sont développées grâce aux compétences des ingénieurs du Centre de développement des technologies avancées à Bebehsen Alger. Des inventions et des projets qui n'attendent qu'à être brevetés et industrialisés. Ces 500 000 hectares, son caractère montagneux et son climat méditerranéen font de Béjaïa une wilaya polyécole par excellence. Le large potentiel de cette filière est handicapé, toutefois par de multiples contraintes. Nous irons à Garet à la rencontre d'un oléofacteur reportage. Et à la fin de ce journal, une virée dans la région du Touat et du Gourara où l'architecture typiquement saharienne, avec ses lignes de manuscrits vieux de plusieurs siècles, est témoin de l'histoire ancestrale de la région. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. L'opération de vote pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation, avec la participation d'électeurs issus des nouvelles assemblées populaires communales et wilayales, a pris fin aujourd'hui à 17h. Les 68 nouveaux membres du Conseil de la Nation sont élus par les 475 candidats représentant les 22 partis politiques et listes indépendantes à travers les 58 wilayas du pays. Plus de précisions de ces élections avec Ahmed Lissirider. Les élus locaux, entre membres des APC et des APUI, ont désigné aujourd'hui les 68 nouveaux membres du Conseil de la Nation. Parmi les 473 candidats représentant 22 partis politiques et listes indépendantes, à travers les 58 wilayas du pays. Des sièges pourvus au scrutin en direct uninominal majoritaire. Le plus grand nombre de candidats a été enregistré dans les wilayas créés au titre du nouveau découpage territorial. Les grands électeurs des wilayas récemment créés ont eu à élire 2 représentants à la Chambre haute. Tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour la réussite de ce rendez-vous, encadré par des magistrats. Dans le sud du pays, le vote s'est déroulé dans de bonnes conditions, avec la mise en œuvre d'un protocole sanitaire spécial pour contenir la propagation du Covid-19. Aoulet Djellel, Ilizi, Bni Abbas, Bachar, Janet ou à Taman Rasset, tous les moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour garantir la réussite et la transparence de l'opération de vote. Même ambiance de vote a été observée dans les wilayas d'Oum-le-Bouakhi, At-Tarf, Djidjel, Soukahras, Borj Ba'arij, Stif, Betna et Msila, où le vote s'est déroulé dans des conditions d'organisation strictes. Le Conseil de la Nation est composé de 174 sièges renouvelés par moitié tous les 3 ans. Pour un mandat de 6 ans. Le tiers des membres est désigné par le président de la République qui nomme au terme des élections des membres de la Chambre haute du Parlement, la moitié des membres du tiers présidentiel. À rappeler que le dépouillement a commencé il y a plus de 2 heures sur tout le territoire national. Dans les 58 wilayas, les résultats provisoires seront connus dans les prochaines heures et les détails dans nos prochaines éditions. À la veille de la réouverture des établissements éducatifs et la reprise des cours, la courbe des contaminations à la Covid-19 dans le pays est au vert. Le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé fait état de 792 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 513 guérisons et 9 décès malheureusement. Ces dernières 24 heures, rappelons-le, la vigilance reste de mise. La pandémie a impacté l'ensemble du système de santé dont le médicament est une composante essentielle. Pour pallier aux tensions sur l'approvisionnement et la disponibilité de certains d'entre eux, plusieurs mesures anticipatives ont été prises par le ministère de l'Industrie pharmaceutique, notamment l'augmentation de la capacité de production pour répondre à la demande des officines et donc du marché. L'exemple à Constantine ce soir, reportage de Nordin Benabsa, commentaire Menel Boutouaba.
L'équation est très simple, augmentation des cas de contamination au Covid-19 égale forte augmentation de la demande sur les médicaments et forcément détention en matière d'approvisionnement. Pour répondre à l'urgence qu'impose cette pandémie, le ministère de tutelle a mobilisé tous les intervenants dans la chaîne de production et de distribution. Les laboratoires LDM de Constantine ont répondu à l'appel, réajustant leur planning de travail et leur chaîne de production. Nous avons installé une cellule de suivi en interne pour suivre l'opération de fabrication et de contrôle des produits destinés aux malades Covid-19. Et aussi, donc, nous avons réquisitionné notre personnel pour faire 3 chiffres par jour, 7 sur 7, pour assurer la disponibilité de ces médicaments. Nous avons aussi donc, sorti nos stocks de sécurité que nous avons mis à disponibilité des grossistes et des pharmaciens. Et nous avons augmenté nos capacités de production et nous avons dédié donc, du personnel à assurer la fabrication et du contrôle qualité de ces médicaments. Pour pallier le problème de disponibilité du paracétamol, le laboratoire a également mis en place des mesures anticipatives. 2 unités de production ont été dédiées exclusivement à la production de paracétamol 1 gramme avec de hautes capacités de production. Les équipes de contrôle de qualité ainsi que celles de la direction technique ont été également mobilisées afin d'assurer un approvisionnement continu des distributeurs en moins de 24 heures afin de permettre aux malades d'avoir accès aux médicaments à travers les officines des 4 coins du pays. En parallèle, le laboratoire a augmenté sensiblement sa production de compléments alimentaires et autres vitamines destinées à renforcer l'immunité et prescrites régulièrement dans les protocoles anti-Covid. Notre objectif a été en premier lieu de mettre tous les moyens humains et matériels dont nous disposons pour la production et la commercialisation de ces produits, pour répondre aux besoins immédiats de toute la population algérienne. Le manque en antibiotiques, en anticoagulants et vitamine D ne sera plus un problème dès ce mois de février. Au total, ce sont 10 producteurs locaux comme celui-là qui ont été mobilisés à travers le pays, en plus du réajustement des programmes d'importation et de distribution des médicaments pour satisfaire les besoins nationaux. Le ministère a également rendu obligatoire la mise sur le marché de toutes les quantités produites ou importées au profit des pharmacies dans les 48 heures par les grossistes. Tout à fait autre chose, plusieurs inventions et solutions intelligentes destinées à plusieurs secteurs sont développées au niveau du Centre de développement des technologies avancées à Bahsen à Alger. Grâce aux compétences de ces ingénieurs, des prototypes qui n'attendent qu'à être brevetés et industrialisés. Reportage, Mousseline Ben Saïdi. Ce n'est pas un robot, mais presque. Dans le cadre des projets impact socio-économique proposés par la DGRSDT, nous avons proposé de développer un prototype de chaise roulante robotisée. Une invention révolutionnaire réalisée par Sarah Bouraïn, jeune ingénieure du Centre de développement des technologies avancées, qui permettra à un handicapé moteur d'avoir plus d'autonomie. L'usager de cet appareil pourra se déplacer facilement grâce au mode de reconnaissance vocale. Là, nous offrons la possibilité c'est-à-dire d'un contrôle indépendant de la chaise. C'est-à-dire l'utilisateur, il aura juste à choisir une destination désirée et la chaise va se déplacer vers cette destination d'une manière indépendante, sans aucune intervention. Donc ce type d'application, il peut être vraiment appliqué par exemple dans les aéroports, dans les hypermarchés, dans les hôpitaux. Grâce aux compétences de ces chercheurs, le CDTA est devenu un acteur national incontournable en matière de technologie avancée. Le centre a mis à la disposition de plusieurs secteurs une multitude de solutions intelligentes à l'image de ce drone de surface autonome qui permettra de contrôler la qualité de l'eau des barrages ainsi que leur capacité de stockage. Et en plus, en fonction des appareils de mesure qu'on veut embarquer sur ce drone, on peut faire de la bathymétrie. C'est quoi la bathymétrie? C'est une technique de l'analyse du fond marin appliquée au barrage. C'est dans un de ces laboratoires que la
majorité des projets voient le jour. L'idée est d'abord étudiée, scannée, ensuite le prototype est conçu. Notre plateforme d'outils, de personnel multidisciplinaire, technique et scientifique à la fois. D'outils aussi, d'outils de conception et de reverse engineering et de 2 ateliers. Atelier de prototypage rapide et atelier de fabrication par des outils numériques et conventionnels et mécanosoudés. Mais quel est le sort de ces inventions une fois réalisées? On développe des produits et des solutions et quand on les développe, ce sont des prototypes. Donc nous engageons des partenariats avec des organismes étatiques et des entreprises aussi publiques et privées. Ces organismes-là assurent l'industrialisation de ces produits et nous leur assurons l'accompagnement technique pour la certification, pour la qualification, pour l'homologation, etc. Donc nous les accompagnons et nous leur assurons aussi la propriété intellectuelle du produit. Ce centre a à son actif plus de 80 projets orientés essentiellement vers le service public au profit de plusieurs secteurs, dont la santé, les ressources en eau, la pêche, l'agriculture, l'éducation nationale, l'énergie et le ministère de l'Intérieur. Des projets qui n'attendent qu'à être brevetés et industrialisés. D'Alger, nous partons à Borj Bouarerij où une unité industrielle qui produit une large gamme de parfums et de produits cosmétiques certifiés ISO connaît un développement sans précédent. La majorité de leurs produits est destinée à l'exportation. Ce groupe industriel est toutefois confronté à quelques entraves administratives, nous dit Yamina Seydji. La filière parfumerie cosmétique occupe actuellement la 3e position en matière d'investissement au pôle industriel de Borj Bouarerij, un secteur en plein essor. Le parfait exemple en est cette unité de production qui a relevé le challenge de créer et de produire une large gamme de parfums et de cosmétiques aux normes internationales. Des produits compétitifs éligibles à l'export. En général, tous les produits اللي نصنعوهم في الوزين هنا الكلهم يستجيبوا للمواصفات. Nos produits sont certifiés ISO, donc il est possible de les exporter vers les marchés africains ou européens et même vers les pays du Golfe. Nous avons commencé l'exportation de notre dentifrice. D'autres gammes sont en cours de développement qui sont aussi destinées à l'exportation. عندنا développement pour d'autres articles sur les dentifrices Sigadon, ainsi que les crèmes, les gels douche, les gels nettoyants visage, les eaux de toilette et la poudre dépilatoire. Des produits made in Algeria à même de concurrencer les grandes marques africaines et du Moyen-Orient. Nous avons reçu un grand nombre de délégations étrangères qui ont réellement apprécié nos produits et qui se sont dites prêtes à les commercialiser dans leur pays. Comme beaucoup d'investisseurs, ici à Borj Bouarerij, les obstacles et les freins au développement de leur activité restent encore très nombreux. ونظن أن نقطة قوة المؤسسات اللي هنا في البرج أنه تقريبا الاستثمار الأول. Les entreprises de Borj Bouarerij ont tout pour réussir au niveau national et pénétrer les marchés internationaux. Le nombre d'investissements est très élevé, mais les difficultés administratives, bureaucratiques ou même financières auxquelles elles sont confrontées les empêchent de se développer davantage. Mais rien d'insurmontable ou qui ne puisse être réglé avec le temps. Les autorités locales, suite aux instructions du gouvernement, ont pris ces difficultés à bras le corps dans le but d'accompagner ces investisseurs et de donner un nouveau souffle au secteur industriel dans la région. Son caractère montagneux et son climat méditerranéen font d'elle une région pilote en termes de production d'huile d'olive de qualité. Avec ses 500 000 hectares, Béjaïa est une wilaya oléicole par excellence, mais malgré ce large potentiel, cette filière souffre de multiples contraintes. Ces chercheurs universitaires ont volé à son secours. Phila Bennour s'est rendu dans le village de Garet à la rencontre d'un oléofacteur. Reportage. En provenance d'Alger, il aurait fallu plus de 3 heures pour atteindre ce chemin escarpé qui mène à Garet. Non loin de la commune d'Alxeur, ce havre de paix est le centre des 5 villages qui se trouvent ici. Vous avez Teretouini, vous avez Teretimzir,
Au-delà de la terre, la centaine de familles qui vivent dans cette localité partagent fièrement cette plaque commémorative dédiée aux martyrs de la Révolution. Mais depuis 2018, Garat est connu également pour sa huilerie extra-moderne. Un vrai soulagement pour les oléiculteurs de la wilaya de Béjaïa. Derrière, l'enfant de la région, Mohamed Moussaoui. Représentant d'une marque internationale d'équipements industriels, pour lui, l'olivier et l'huile d'olive sont avant tout une histoire de famille à raconter, partager et par-dessus tout à préserver. Depuis 4 générations à peu près, on va se baser sur 4 générations. Et la 5e génération qu'on est en train de mettre en place. J'aime ça aussi. J'ai un master 2 en management marketing. Mon père qui a fait cette huilerie, donc c'était son rêve d'enfance. C'est le premier décompteur à 2 phases en Algérie, qui fait 25 tonnes de jour, qui travaille maximum 11 ampères. Alors, en 3 phases, il travaille plus de 25 à 30 ampères. Puis l'installation des machines, je suis ici, je fais des recherches et on avance, alhamdoulilah, tout le temps vers l'avenir. Et tous les indicateurs, justement, sont au vert. La demande de prestations des agriculteurs des différentes régions du pays ne cesse d'augmenter depuis le lancement de cette huilerie. Par ailleurs, la production d'huile d'olive de Mohamed Moussaoui a triplé pour atteindre cette année plus de 5000 litres d'extra vierge. Mais pour aller plus loin, l'investisseur fait appel à la science. Aujourd'hui, il figure parmi les opérateurs impliqués dans une étude menée par les chercheurs de l'université de Béjaïa. En collaboration avec les laboratoires, les services agricoles ainsi que la Chambre de l'agriculture de la Wilaya, le projet est initié dans le cadre du programme national de la recherche, intitulé « Valorisation de la filière oléicole et la promotion de l'exportation ». C'est-à-dire d'ici à moyen terme, à la limite, donc on pourra aller vers l'exportation, pourquoi pas. Le deuxième objectif, c'est le développement d'une chaîne de valeur, c'est-à-dire maîtriser les étapes en amont et en aval. Donc commençons par l'extraction, conditionnement, l'acheminement, la transformation. Donc ça c'est en amont. En aval, c'est surtout, j'insiste sur ce point, c'est tout ce qui touche la commercialisation. Donc pour espérer un jour arriver à répondre à la norme. Le plus gros problème c'est le conditionnement. Le packaging, voilà, les bouteilles, voilà. Parce qu'on a un manque énorme dans ce secteur-là. Il faut les importer. Moi j'ai un complément de process. Là où je sépare la pulpe et le grignon. Le grignon actuellement je l'utilise pour la chaudière, pour le chauffage. Et la pulpe, je suis en collaboration avec l'université de Béjaïa pour rentabiliser. L'agriculture, c'est la science. Le problème, c'est en termes de paradigmes techniques qui ne sont pas achevés. Ça veut dire la traçabilité de l'olivier. Il y a toute la traçabilité qu'on doit respecter. On pourra exporter, produire de l'huile de très bonne qualité. Et le travail continue. L'étude est actuellement en phase d'expertise et d'évaluation. Les chercheurs ambitionnent de l'élargir à l'échelle nationale. Représentant le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, prend part aux travaux du 35e sommet de l'Union africaine qui a débuté aujourd'hui dans la capitale éthiopienne, à Addis Abeba. Ce sommet qui a pour thème renforcer la sécurité alimentaire, accélérer le développement du capital humain, social et économique dans le continent africain, devra aborder les dossiers relatifs à la paix, à la sécurité, à la gouvernance, à la réforme institutionnelle de l'Union africaine, aux efforts communs du continent pour lutter contre les retombées de la pandémie du Covid-19 ainsi qu'à la coopération économique. En marge des travaux de ce sommet de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, s'est entretenu avec le Premier ministre palestinien Mohamed Shtiya.
Une stèle en hommage à l'émir Abdelkader a été inaugurée aujourd'hui et installée en face du château d'Amboise en France, où l'émir était détenu durant des années. La statue à l'effigie du chef de la résistance algérienne à l'occupation française a été saccagée à la veille de son inauguration. Le maire d'Amboise et des députés ont dénoncé un saccage ignoble dans une période où certains se complaisent dans la haine des autres. Je vous propose d'écouter leurs réactions. C'est une œuvre culturelle et ça montre qu'une œuvre culturelle de mémoire reste une œuvre de combat contre la bêtise, le racisme, l'intolérance. Donc c'est vraiment l'actualité de l'émir Abdelkader qui était un homme de tolérance, de dialogue Orient-Occident. Le grand guerrier qui ensuite était un homme de paix. Après, quand j'ai vu, j'étais réellement très désolé par rapport à tous les gens qui étaient ici, par rapport au travail. Et puis on est là pour fêter Abdelkader, la mémoire d'Abdelkader, qui était un homme d'une grande tolérance. Et on reçoit tous les gens qui sont venus le voir par un acte d'une grande intolérance. Un homme qui a tellement de... J'en parle avec beaucoup d'émotion après ce qui vient de se passer ce matin, mais cette nuit, mais vraiment ils ont su ce qu'ils visaient, quelqu'un de tellement emblématique, tellement quelqu'un qui a combattu la France, qui a résisté à l'occupation, qui a commencé à créer l'État algérien et qui en même temps a toujours privilégié le dialogue, l'entente, la fraternité. Qui peut se permettre de détruire une œuvre d'art? Et puis le symbole qu'elle porte, cette œuvre d'art, c'est-à-dire c'est le symbole de l'amitié franco-algérienne que nous souhaitons, dans le cadre de l'histoire de notre ville, inscrire dans notre patrimoine. L'indignation, l'incompréhension, mais il ne faut pas en rester là, il faut continuer. Nous sommes des résistants par nature et nous avons des valeurs, nous les défendrons jusqu'au bout et ce n'est pas quelques-uns par traîtrise dans la nuit qui vont nous arrêter dans nos combats. Et je pense que ces actes de vandalisme sont absolument intolérables et indignes de ceux qui les ont commis et je souhaite que la justice française puisse, la police puisse appréhender, la gendarmerie puisse appréhender les auteurs de ces faits et que la justice puisse les condamner. L'émir Abdelkader aura résisté jusqu'au bout. L'Observatoire national de la société civile a organisé aujourd'hui par visioconférence une conférence pour débattre de l'avant-projet de loi organique relative aux associations en présence de professeurs et d'experts ainsi que de représentants de la communauté nationale établie à l'étranger. Le président de l'Observatoire, Abdelrahman Hamzaoui, a affirmé que cet avant-projet de loi renforcera le rôle de la place du mouvement associatif sur la scène nationale. Il traduit les dispositions prévues par la dernière révision constitutionnelle dans ce domaine. Il sera également en adéquation avec les attentes des associations et satisfera leurs revendications et leurs besoins dans plusieurs domaines, a-t-il ajouté. Je vous invite à présent à une virée dans la région de Touat et du Gourara et son histoire ancestrale inscrite sur son architecture typiquement saharienne et à travers les lignes du manuscrit vieux de plusieurs siècles. Un voyage dans le temps et sur la route d'Iqsor. Samira Hadjamar. Carrefour des cultures et des civilisations anciennes, Adrar, région d'Iqsor et du Touat, édifié suivant le cachet traditionnel saharien à partir de matériaux locaux, le sable, la terre et les troncs de palmiers. 294 Iqsor composent l'habitat traditionnel et le patrimoine d'Adrar. Nous sommes ici au cœur du Iqsor, qui abrite la Zawiya de Hajj el-Marili. Des apprenants viennent des 4 coins du pays et de nombreux pays du continent africain pour suivre l'enseignement dispensé dans cette zaouia. Ils partagent le plus clair de leur temps entre les lectures du Coran et la bibliothèque. Les moyens d'apprentissage se sont développés et le savoir est désormais acquis en utilisant les nouvelles technologies. Nous dispensons un enseignement traditionnel avec la planche et le livre. Cependant, nous nous sommes adaptés à la modernité et aux nouvelles technologies et nous souhaiterions bénéficier d'une aide pour développer cette école.
الحمد لله جامعين بين الأصالة والمعاصرة والتجديد هذا ونلتمس دعم لهذه المدرسة. La Zawiya Al-Marili a l'ambition de créer une école intelligente dont l'enseignement reposerait sur les technologies modernes. Ces terres ont été offertes par des bienfaiteurs et nous souhaiterions y construire des classes pour l'expansion de l'école avec un enseignement adapté aux nouvelles technologies. Les bibliothèques à Adrar sont un lieu d'où rayonne le savoir et un berceau des sciences. C'est cela que nous avons découvert dans les rayons de la bibliothèque El-Bakriya, située dans le Qsar de Tamantet, qui renferme un trésor inestimable. De précieux manuscrits rares y sont conservés. المؤسس الأول هو الشيخ سيدي مامون بن عمر وذلك في أواخر القرن التاسع الهجرة. Son fondateur est Sidi Moumen Ben Amr. Cette bibliothèque a été fondée vers la fin du IXe siècle. Et parmi les ouvrages les plus importants, une copie des textes de Sahih al-Bukhari et un Coran d'origine ottomane, unique, puisque c'est le plus ancien sur le continent africain. Les écrits de ces sociétés spirituelles reposaient sur le trait du kelem et l'encre que l'on appliquait sur des tablettes en bois, devenues aujourd'hui des forteresses de savoir et de sciences rares. Adrar, un vrai musée à ciel ouvert. Et l'ultime promenade à quelques heures avant la reprise des cours. Certaines familles ont choisi les hauteurs de Sharia Ablida, profitant du grand soleil et une température très agréable. Pour faire le plein d'air pur, Lamia Boudbouda y était. Après un confinement qui aura duré une quinzaine de jours, plusieurs parents et leurs enfants ont choisi la station climatique de Sharia pour prendre un bol d'air frais avant la reprise des cours. Après le confinement, on a décidé de ramener les enfants pour profiter de nos forêts. Je suis venue me promener avec ma famille. J'adore la nature et je me suis vraiment amusée. On est resté 15 jours à la maison. On a stressé et aujourd'hui, on retrouve la nature. Sharia, cette année, n'a pas revêtu son manteau blanc, mais cela n'enlève rien à son charme. Ces paysages verdoyants sont aussi captivants. On voulait faire profiter les enfants avant la reprise des cours. En plein air, on ne risque pas d'attraper la Covid-19. Entre randonnée pédestre ou équestre, le choix est vite fait pour Anram de Tissemsilt. On a beaucoup stressé durant le confinement. On est venu décompresser. C'est la première fois que je viens à Sharia. Ces paysages sont à couper le souffle. Cela m'a beaucoup plu. Un moment de répit et d'évasion qui permettra certainement aux enfants de reprendre le chemin de l'école avec plus d'énergie et d'entrain. Bonne reprise à nos écoliers, soyez juste vigilants. C'est la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous avec l'information, ça sera à la rédaction anglophone Messia Doumaz. Emile Zahou vous retrouvera demain pour le midi de la semaine et le 19h. Sabrina Rouabah, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Pour suite des programmes sur Canal G. Au revoir.